Merci Jean-François, on est de retour dans la zone Country que j'ai le plaisir d'avoir avec moi par l'entremise de la ligne téléphonique Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et Associés. Et on va parler encore finances. Pierre-Paul, mon cher, bonjour. Bonjour Denis. Hey Pierre-Paul, le sujet est très intéressant, le sujet que tu as choisi aujourd'hui. C'est des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt ont eu une incidence importante dans les 2 dernières années sur les Canadiens, les Québécois, les gens du pays. Et pour cause, mais lorsqu'on parle de taux d'intérêt, il y a une limite à tout. Et j'aimerais qu'on commence à expliquer aux gens un taux d'intérêt. Il y a des taux d'intérêt avec les banques, ça va bien, mais il y a des taux abusifs. Et on les retrouve où, ces taux-là? Et c'est quoi un taux abusif? Oui, effectivement. Taux abusif, pour être qualifié d'abusif, là, c'est les tribunaux, en fait, dans notre cas, là, les tribunaux québécois qui sont venus statuer là-dessus. Il n'y a pas un chiffre exact, là, mais on s'entend pour dire qu'entre 30 et 35 on est dans des taux d'intérêt qui commencent à être abusifs. Donc, c'est pour ça que on va voir des taux de carte d'intérêt jusqu'à 28-29 mais on verra pas plus que ça vraiment. Et quand on rentre dans des taux d'intérêt là, de 33-34 ou plus, là, on est dans des taux abusifs. Ça veut dire que c'est un terme pour dire que si jamais on irait devant le tribunal avec un taux comme ça, avec quelqu'un qui nous a fait un prêt, ben le tribunal aurait le droit de baisser ce taux-là en disant c'est abusif de faire ça. Et il y a aussi un autre élément important, il y a des taux d'intérêt qui sont illégaux, qui eux sont vraiment, là, c'est vraiment en fonction d'une loi fédérale. OK? Un taux d'intérêt illégal, c'est pas juste un intérêt qu'on paye, ça comprend aussi des frais, des commissions, il y a vraiment tout un calcul de tout ce qu'on paye qui rentre dans un taux d'intérêt pour le point de vue de la légalité, et ce taux-là, c'est 60 donc, quand on va regarder les prêteurs, les prêts rapides, ou qu'on va regarder certains prêteurs, on en a même là à Rouyn-Noranda des taux comme ça que j'ai vus, là, de gens qui prêtaient de l'argent. Oui, le taux d'intérêt qui marquait sur le papier était en bas de 60 exemple, 40 wow. Mais il y avait des frais d'ouverture de dossier, il y avait des frais de commission, il y avait ci, il y avait ça, et c'était un prêt qui s'étirait sur, exemple, 8 mois. Mais quand on met tous ces frais-là et qu'on le convertit en intérêt, comment ça représente? Ben moi, j'ai eu un cas où on était devant le tribunal, puis c'était un taux de 144 juste pour te donner une idée. Ouais. OK. Donc, ça, c'est important de comprendre que ça existe. Donc, c'est pas parce que quelqu'un veut nous charger un taux d'intérêt qu'il a le droit nécessairement. Et s'il le fait, puis c'est un taux d'intérêt illégal, ben on pourrait le faire changer par les tribunaux. Donc, ça, c'est comme l'entrée, juste pour se parler, d'être conscient là, que quand on est dans du 30 là, il est grand temps d'aller voir un syndic pour faire quelque chose de plus intelligent que faire un emprunt à 35 C'est un petit peu ça le message. Oui, effectivement, parce que là, ça commence à être problématique. Les banques, face à ça, comment ils réagissent? Parce que c'est pas eux autres qui donnent ces taux d'intérêt-là, c'est vraiment des particuliers, là. Oui, ben c'est des particuliers ou des fois des deuxième, troisième chances au crédit, hein, on va voir ça. Tu sais, le taux d'intérêt, ça contient plusieurs choses. Alors, la première chose que ça contient, c'est une notion de risque. Donc, si on fait une différence entre une carte de crédit, un véhicule puis une maison, ben juste sur la notion de risque, c'est pas la même chose du tout. Une carte de crédit, ben le prêteur a aucune garantie. Si on le paye pas, ben il va envoyer ça dans une agence de collection, mais c'est bien dur à recouvrer. Et c'est les dettes qu'on voit le plus souvent là, dans une faillite ou dans un redressement financier, parce que quand les gens ont de la pression à savoir qu'est-ce qu'ils payent, ben la première chose qu'ils vont arrêter de payer, c'est les cartes de crédit, parce que pas personne qui va venir cogner à la porte dans un délai court dans ce temps-là. Donc c'est pour ça que les cartes de crédit, c'est un risque très élevé, donc les taux d'intérêt sont élevés. Un véhicule, c'est quand même donné en garantie. Donc, oui, il y a une valeur décroissante dans le temps. C'est pour ça que les taux d'intérêt sur les véhicules vont varier. On a déjà vu du 0,9 ça peut monter, on a déjà vu du 9, du 12 même en première chance au crédit. Ça va bouger en fonction du marché, mais ça va bouger aussi. Pourquoi c'est pas du 20 un auto? Ben, c'est parce qu'il y a un véhicule en garantie. Et là, évidemment, je parle juste de notion de risque de base. On va parler des autres risques potentiels. Là, on parle du risque basé sur qu'est-ce qu'on a en garantie. Okay. Et une maison, on comprend que si on paye pas, la banque peut récupérer la maison. Donc, il y a quand même une bonne garantie. Puis une maison, ben, typiquement, ça prend de la valeur, ça n'en perd pas. Fait que pour une institution financière, ben, c'est pour ça que les taux d'intérêt sur une maison sont très bas. Donc, c'est important de comprendre cette première notion de risque-là. C'est intéressant ce qu'on vient de dire là, parce que les gens, souvent, vont refinancer leur maison pour aller, par exemple, financer un véhicule ou financer un équipement. À ce moment-là, on va chercher une marge hypothécaire sur la maison de 30, 40, 50 000 $.
ou 100 000 $ dans certains cas pour aller se rééquiper. Alors, est-ce que c'est une bonne façon de faire ou est-ce qu'on devrait éviter ce type de façon-là lorsqu'on a de la marge sur la maison, évidemment? Ben, pour quelqu'un qui est solvable, donc plus d'actifs que de dettes, ça peut être une très bonne façon de financer des biens. C'est bien plus intelligent d'aller de prendre notre marge de crédit hypothécaire, aller chercher, exemple, 25 000 $ dessus pour s'acheter un bien, plutôt que de le financer à du 12 hein. Le taux d'intérêt qu'on va payer va être plus bas. Ceci dit, ben, il faut se discipliner de rembourser la marge comme si c'était un prêt. Le problème qui arrive avec les marges de crédit, comme tu l'as nommé, c'est que les gens vont faire l'emprunt, vont se dire, ben parfait, ça va me coûter moins cher d'intérêt, très bonne logique, et après ça, ben ils vont payer que l'intérêt. Ben là, si on paye que l'intérêt, on rembourse jamais la partie capitale de notre emprunt, et là, ben on paye éternellement cette dette-là à un taux d'intérêt. Donc, ça, c'est une moins bonne stratégie. On devrait se servir de marge de crédit de façon ponctuelle, la marge de crédit hypothécaire, et de la faire baisser tranquillement, pas juste de payer les intérêts. Ça nous amène aussi à un deuxième type de risque, qui font varier le taux d'intérêt. Si on prend là, les taux qu'on a vus dernièrement, évidemment que la Banque du Canada a de l'impact dans le taux d'intérêt que les prêteurs vont utiliser. Donc, c'est à quoi ça sert, ça, ce taux-là? Pourquoi ce taux-là baisse ou monte selon les aléas du marché? Bien, typiquement, c'est pour contrôler l'inflation. Donc, quand la Banque du Canada voit que l'inflation monte, c'est-à-dire que les gens dépensent beaucoup d'argent parce que soit ils ont plus d'argent, puis là, les gens dépensent plus, ou soit parce que les biens sont de moins en moins chers, les gens ont des habitudes, bon, peu importe. Là, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre. Ça veut dire qu'il y a plein de monde qui veulent acheter des biens. Donc, la valeur de l'argent perd tranquillement de sa valeur parce que tout le monde achète trop. Donc, quand on vient augmenter les taux, ça veut dire que les gens, si on va prendre l'exemple simple de la maison, là, ça va leur coûter plus cher en paiement d'intérêt pour se loger. Il va leur rester moins d'argent dans les poches pour dépenser. Et donc, normalement, ce que les gens doivent faire, c'est dépenser moins. Donc, il va y avoir moins de demandes pour certains biens. Puis ceux qui connaissent le principe économique de l'offre et la demande, bien, si l'offre est la même, la demande diminue. Qu'est-ce qui va arriver au prix? Bien, le prix va diminuer. Donc, c'est vraiment ça l'objectif de cette variation de taux-là. Puis on a une dernière, pas une dernière, il y en a plusieurs autres, mais un autre que je veux mentionner, c'est le risque de l'emprunteur. Ça, c'est le risque que chaque personne a un certain contrôle dessus. Ce risque-là, il va se mesurer comment? Il va se mesurer par la cote de crédit de la personne qui veut faire de l'emprunt, par le taux d'endettement, par son historique de paiement, par ses revenus familiaux, par son type d'emploi. Donc, c'est un emploi saisonnier, temporaire, temps partiel, pourboire, commission, ou c'est un salarié qui est à temps plein, qui a toujours le même revenu, qui travaille là depuis 5 ans, qui est stable. Donc, tout ça, cette variation-là, c'est pour ça que deux personnes qui veulent faire un emprunt dans une institution financière, le même montant, n'auront pas le même taux d'intérêt. Donc là, c'est pas une notion de qu'est-ce qu'on a en garantie, c'est pas une notion non plus du marché, c'est une notion de est-ce que j'ai confiance comme prêteur en cette personne-là. Et plus la personne est solide, plus elle me démontre que dans le passé, elle a bien payé, elle connaît bien ce qu'il faut qu'elle fasse, elle a bien géré ses marges de crédit et tout ça, bien, plus c'est tentant de lui faire un prêt à un taux d'intérêt plus bas parce que je prends moins de risques comme prêteur. Donc, il y a tous ces éléments-là. Il y a aussi, évidemment, des facteurs liés à l'industrie. Tu sais, je vais prendre mon cas à moi, par exemple. Quand j'ai démarré mon bureau de syndic, là, 3 ans et quelques, j'avais besoin d'une marge de crédit pour... nous autres, on est payé quand les gens ont terminé leur dossier, quand ils sont libérés principalement. Donc, il faut assumer pendant plusieurs mois, voire des années, des dépenses, même si on n'a pas d'argent qui rentre. Donc, ça nous prend une marge de crédit. Il y a eu qu'une seule banque qui m'a donné ce que j'avais de besoin comme marge de crédit parce que les autres connaissaient pas le marché, me connaissaient pas moi. Donc moi, c'est parce que je connaissais bien le directeur de la banque que finalement, il a fait confiance dans le projet. Mais quand personne connaît le secteur de l'industrie, parce qu'il y en a pas au Québec des bureaux comme ça qui s'ouvrent, à ce moment-là, les banques ne vont pas dans des secteurs qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est tous des éléments comme ça. Il y en a plein, mais c'est toutes des choses qui vont faire varier les taux d'intérêt. Et comment donc? Mais c'est intéressant ce qu'on vient de dire là. C'est-à-dire que dans une municipalité où on a moins de monde, un peu comme Rouyn-Noranda, par exemple, à 40 000 personnes ou 41 000, versus une municipalité comme Québec ou Montréal, ça peut être plus difficile dans ce moment-là d'avoir des prêts, c'est ça que ça veut dire? Ou des marges de crédit? Exact.
C'est exactement ça que ça veut dire, puis je vais même aller encore plus loin que ça, même si on prend juste à l'échelle de l'Abitibi, il y a beaucoup de prêteurs, notamment là, pour des maisons, qui ne vont pas aller dans certains secteurs. Exemple, ils vont se concentrer, ils vont dire, Rouen-Val-d'Or. That's it. Okay. Si on sort un peu de Rouen ou si on sort un peu de Val-d'Or, ils ne vont pas là. Pourquoi? C'est que vu qu'il n'y a pas une masse critique qu'eux considèrent critique de monde, ils se disent, il peut arriver une problématique, on va dire, d'industrie, qui fait que tout d'un coup, les gens quittent l'endroit, puis les maisons perdent la valeur et donc leur garantie est moins bonne. Donc, ça, c'est quelque chose que les gens, notamment au Témiscamingue, vivent souvent, et où des gens qui sont un petit peu plus reculés là, dans des rangs ou autres. Donc, ils ont accès à moins de prêteurs. Et donc, ça veut dire que les taux d'intérêt peuvent effectivement être plus élevés. Donc, on a beau s'acheter une maison moins chère parce qu'elle est plus loin, le taux d'intérêt peut nous rattraper. Ça, c'est quelque chose, puis ça m'amène à autre chose, c'est que les gens, quand ils se magasinent un prêt, j'ai un client là, la semaine passée qui a acheté un véhicule. OK, il a acheté un véhicule, il y a un jeune, il a acheté un véhicule, il avait accumulé l'argent, vraiment bonne idée, il s'est accumulé son 10 000 $, il a payé son char cash, ça a super bien été. Il y a eu des problèmes avec l'auto. Quelques mois plus tard, décide de le revendre un petit peu à perte. Finalement, il n'y a plus autant d'argent. Il s'en fait financer un. Un autre auto qui achète 11 000 $ l'auto. Quand même raisonnable pour un auto quand même un petit peu fiable et tout ça. Le problème, il a passé en deuxième chance au crédit à 34 %. Donc, son 11 000... Non, c'est ça. Trop pas assez d'historique de crédit. Bon emploi, tout ça. Mais il a acheté un véhicule 11 000 financé sur 6 ans. Imagine-toi donc. À 34 %, qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait que ça lui aurait coûté, après 6 ans, 35 000 $ son véhicule de 11 000 $. Donc, le problème, là, c'était pas le prêt. Le problème, c'est le taux d'intérêt. Donc, évidemment, il aurait jamais dû signer ça. On était dans des taux d'intérêt abusifs. Bon, un, il le savait pas. Et deux, il avait besoin d'un véhicule. Et ça, c'est sans compter les assurances sur un véhicule, parce que quand on est en deuxième chance au crédit, les assurances, fréquemment, sont plus chères. Donc, assurance, intérêt, tout ça faisait que ça coûtait extrêmement cher. Donc, il faut magasiner son taux d'intérêt. Des fois, quand on est pressé aussi, là, les financiers, là, il y en a qui vont être prêts à vous prêter très, très rapidement un montant, mais ça va paraître sur le taux d'intérêt. J'ai eu des gens, notamment, là, qui ont eu, à un moment donné, ils s'étaient acheté une maison, il y avait 100 000 d'hypothèque. C'était pas une grosse hypothèque. Ça leur coûtait 600 quelques dollars par mois pendant 20 ans. Là. Une petite hypothèque dans une maison, là, dans un rang, tout ça, mais qui convenait à leurs besoins. Finalement, ils ont eu besoin de faire des rénovations. La banque n'était pas assez rapide. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retournés vers un prêteur dont je tairai le nom, qui met beaucoup de gens dans le trouble, et ils ont emprunté 20 000 $ sur 10 ans. Mais 20 000 $ sur 10 ans, là, en deuxième hypothèque sur la maison, ils se sont fait charger du 24 % d'intérêt. Mon Dieu. Donc, 24 % sur une maison, ça voulait dire des paiements de 500 $. Ça leur coûtait à peu près aussi cher, le paiement de 20 000 sur 10 ans, que le paiement de 100 000 sur 20 ans. Ouais. Donc, ça faisait que ça les a mis d'une situation précaire au niveau de paiement. Et c'est un taux qui est carrément abusif. C'est pas dans les 30 % que je parlais tantôt, mais 24 % sur une maison, c'est abusif. Il peut avoir certaines bémols à apporter, évidemment, si quelqu'un a eu des problèmes avec son dossier de crédit, puis il s'entend avec un prêteur qui lui charge 24 % pour un délai de 1 an ou 2, le temps qu'il rebâtisse le crédit, puis qu'il travaille avec cette personne-là pour lui donner des trucs et tout ça pour rebâtir son crédit, puis qu'après ça, on refinance ça dans une banque normale, ça peut temporairement faire la job. Mais c'était pas du tout le cas de ce prêteur-là. Il y avait des grosses pénalités de sortie, donc c'était vraiment une mauvaise idée. Puis ce même 24 % là, je l'ai déjà vu ou similaire dans un contexte où il y avait une garantie sur la maison, comme je viens de dire, de deuxième rang, et en plus, il y avait un endosseur de quelqu'un de solvable. Donc ça, c'est juste pour dire, là, on met quelqu'un dans le trouble, on met notre maison en garantie, puis en plus de ça, il nous charge 24 %. Ces prêteurs-là sont pas là pour nous aider, malheureusement. Effectivement. Pierre-Paul, on va donner les coordonnées pour vous rejoindre, mon cher. Oui, les gens peuvent nous rejoindre au 844-LACASE, peuvent nous joindre au lacasesyndic.com, peuvent nous joindre sur notre Facebook, notre LinkedIn, LACASE et Associés. Toujours là pour répondre aux questions des gens. Merci beaucoup, Pierre-Paul, encore une fois. Merci, bonne journée.